c'est un combat que j'ai commencé. Je ne suis personne. Je parle du problème de Daloa. Et ça, j'ai pris ça sur moi de commencer ce combat-là. Même si je serai la seule personne à faire ce combat-là, je vais le faire. Éclairant, j'avais envoyé une vidéo de Daloa. Nos parents qui sont à Daloa, les parents qui sont au quartier Serou-Kabourou, la voie qui quitte au quartier Huberson, qui passe par le quartier Baoulé jusqu'à la boulangerie Diarasuba, l'ancienne boulangerie Diarasuba, n'est pas bitumée. Nous avons besoin de bitume. Nous avons besoin de caniveaux pour l'évacuation de nos eaux usées. Éclaireur, je vais vous poser une question. Est-ce que ce sont les populations qui doivent faire le goudron ou bien qui doivent faire les caniveaux dans une commune? Non. Il faut dire qu'à divers niveaux, l'État a son rôle à jouer, comme par exemple les goudrons et autres. Mais la mairie, déjà avec les taxes et autres qu'elle perçoit, a dans ses moyens, dans ses capacités de faire les caniveaux, d'aider à l'assainissement de la ville, puisqu'on leur donne ces moyens-là. Et donc, voilà un peu comment les choses se passent. Ok. Moi, j'aimerais dire au maire, M. Béli Stéphane, et au ministre Mamadou Touré, d'essayer de voir nos cadres de vie, d'assainir nos cadres de vie, de faire des canaux, des canalisations pour l'évacuation des eaux usées et de faire le ramassage de nos quartiers. C'est bien vrai qu'il fait les routes, il a fait des routes dans les nouveaux quartiers, mais le centre-ville de Daloa, le quartier Marais, le quartier Texas, le quartier Soleil, dans les quartiers, il n'y a pas de voirie, il n'y a pas de canalisation. Donc nous demandons aux autorités de Daloa de faire face à cela. Parce que lorsqu'il n'y a pas de canalisation, il y a des moustiques dans nos quartiers. Les gens vivent avec des déchets. Et ça nous rend nos parents très, très malades. Moi, chaque fin de mois, il faut que j'envoie de l'argent pour soigner mes parents. Chaque fois, il y a quelqu'un qui tombe malade. Si ce n'est pas la fièvre typhoïde, c'est le paludisme. Et ça, on ne peut pas vivre dans un cadre malsain. Il faut qu'on essaie de parler de ça. Moi, chaque fois que j'aurai la parole, je vais parler de ça. Moi, en tout cas, c'est mon engagement. Je vais faire ce combat-là toute seule, même s'il n'y a personne pour m'aider. Non, voilà, éclaireur. Moi, je ne suis pas d'accord avec le dernier mot. Vous savez que les EPV, c'est comme un corps. Hein? Et donc, il y a plusieurs niveaux de combat que nous menons. Et chacun peut penser qu'il mène un combat seul, mais à partir du moment où on a accès à la plateforme, le combat, il est en même temps global. Ça, il ne faut pas quand même oublier cela. Et portez cette voie-là et continuez à persister. Mais vous ne mènerez jamais ce combat-là seul, mais seulement que peut-être vous serez le porte-voix, comme lorsque Meraki avait débuté ici le combat contre les rentes viagères. Au départ, elle était la seule qui a évoqué, mais vous avez vu jusqu'où le débat est parti. Et donc, pour vous dire que vous devez vous estimer chanceuse et heureuse d'avoir été celle par qui Dieu a pu passer pour mettre cela au grand jour. Et donc, c'est pourquoi même je disais comme ça que la loi sur les rentes viagères, on devrait peut-être nommer cette loi-là la loi acquis. Parce que c'est la même chose. On a divers combats qu'on doit mener. Continuons, persister jusqu'à ce que nous obtenions quelque chose. Et tant que vous aurez besoin de la plateforme, votre voix compte. Et ça sera au moins un homme, il faut se battre pour quelque chose dans la vie. Et donc, si ça vaut le coup, continuez croyant ce combat-là et vous verrez que beaucoup vont s'ajouter. Envoyez-nous les photos, les images, les témoignages des populations. Nous allons les poster sur la plateforme. C'est aussi notre manière de nous joindre à ce combat-là pour que les choses aillent vite et que les gens puissent retrouver leur droit fondamental qui est de vivre dans un environnement sain, un environnement protégé et un environnement respectable. Vraiment, merci. Pour le reportage des habitants, moi, je me suis renseignée. Ils disent que eux, ils ont peur parce que maintenant, on envoie les gens en prison. Que quand tu dénonces quelque chose, on peut t'envoyer en prison. Je dis, mais c'est pas de la diffamation. C'est ce qu'on vit. Moi, c'est ma maison. C'est mon héritage. C'est la maison que j'ai construite. Mais, donc, je ne peux pas laisser. OK. Ben, voilà ce qu'on va faire. Si c'est vrai que les gens vont en prison parce qu'ils ont dénoncé leurs conditions de vie, donnez-moi ceux qui crient qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire là. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est allé en prison parce qu'il a dit qu'il a faim? Ah, moi,
Moi, c'est ce que j'ai dit. Ça, c'est un exemple. Maintenant, en plus de cela, quand eux envoient les vidéos là, si on doit arrêter quelqu'un, c'est la plateforme Éclaireur Pro Vérité, ceux qui l'animent, qui doivent être arrêtés. Mais nous, on donne nos avis ici, et puis après, on s'en va rencontrer les dirigeants. Tant que c'est la vérité, il n'y a pas de problème. En fait, les gens ont une certaine peur parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Et c'est ça qui encourage les politiciens malhonnêtes à continuer d'abuser de nos populations. Et nous, on a pour mission de vous informer, de démystifier la réalité et puis de vous mettre en confiance. Tant qu'Alassane Ouattara est le président des Ivoiriens, si vous êtes vraiment des Ivoiriens, n'ayez pas peur. Il n'y a personne qui peut vous empêcher. C'est un droit que vous avez. Surtout quelqu'un qui a vécu aux États-Unis. C'est un crime de dire à quelqu'un, dans la Constitution des États-Unis, le droit à la liberté de s'exprimer, c'est comme le droit à la vie. Alassane Ouattara a vécu aux États-Unis. Une fois que tu as été moulé dans cette pierre-là, tu peux pas accepter que quelqu'un ne puisse pas parler. Et je peux dire, il n'y a même pas de journalistes qui vont en prison depuis que le président Ouattara est là. Donc que les gens... Et puis si on les arrête là, le commissaire qui va arrêter quelqu'un parce qu'il a parlé là, est-ce que ça... Au moins on saura c'est qui. Et le commissaire là aussi va savoir que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays où on empêche les gens de parler. Parce que actuellement, ce que les gens ne savent pas, est-ce que tu sais que les organisations de droit internationaux jugent la Côte d'Ivoire sur ses compétences en termes de droits humains et liberté de la parole, cadre de vie et tout ça, la liberté d'opinion. Actuellement, même la Côte d'Ivoire a s'est librement assigné la responsabilité qu'elle soit jugée pour pouvoir assainir son image. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Et donc, comment est-ce que les gens s'expriment? Ils n'ont rien dit de faux, ils n'ont rien dit de mauvais. Pourquoi on va les arrêter? C'est pas possible et ça ne peut pas se faire. Autant de Gbagbo, lui, il tuait les gens. Mais autant de Ouattara, ce que tu dis, on te demande simplement, il ne faut pas insulter quelqu'un, ou même mentir sur quelqu'un, ou même dire une fausse information. C'est ce qu'on demande. Mais dire que, devant chez moi ici, là, je ne suis pas dans les conditions de vie. Mais c'est ça, la force des politiciens malhonnêtes. Ils viennent vous dire, si vous faites ça, on va vous arrêter. Mais moi, j'ai dit, si on arrête quelqu'un là, la minute où il sera arrêté là, moi, j'ai dit, Madame Blanc sait de quoi je parle. La seconde que je suis là, la personne va recevoir un coup de fil pour dire, non seulement de libérer la personne, mais celui qui va arrêter là, risque de perdre son poste. Chers parents, nous ne vous mentons pas. Il y a des situations quand ça arrive là. C'est ça l'opportunité du pouvoir Alassane Ouattara. On appelle aussi les en haut pour leur dire voilà ce qu'on subit. On sait de quoi on parle. On ne peut pas venir mentir. Parce que la dignité humaine, c'est ce que j'ai dit. Nous autres, nous avons peur d'avoir honte. On ne peut pas accepter la honte. On ne va pas venir vous dire quelque chose et puis vous mettre dans quelque chose et puis tourner notre dos. On n'est pas des gens des faiseurs de vidéos. Nous sommes là pour dire la vérité ou pour ouvrir les esprits. Et on veut être jugé sur ce qu'on a dit. Que quelqu'un parle, montre les conditions, et puis on va voir qui peut mettre cette personne en prison. Et puis si cette personne-là va en prison, là, vous me prenez au mot. Si cette personne-là fait plus de 30 minutes dans la prison, c'est que moi, Éclaireur Pro, je ne suis pas l'enfant de mes parents. Je crois que ça doit être suffisant. Et jugez-nous au mot. Jugez-moi sur ce que j'ai dit. Et jugez la EPV sur ce qu'on a dit. Parce que le président Ouattara est en train de décomplexer le pouvoir et sa gestion. On ne peut pas arrêter quelqu'un n'importe comment parce qu'il a demandé ses droits. C'est la chose la plus injuste et le président Ouattara ne peut pas accepter cela. On sait les structures qu'il faut toucher, on sait les gens qu'il faut toucher. Et donc, n'ayez pas peur. C'est ce que je peux dire. Ok, Claire, merci beaucoup. Mais moi, je vais continuer à parler avec mes mots, avec mon langage. Je vais faire ça maintenant. On verra bien. Il n'y a pas de Merci problème. bien. Bonne soirée. Gros bisous à ma sweetie sister. Ok. Bye bye. Gros bisous aussi. Gros bisous à toi. Non, tu sais, nous sommes de Daloa. On ne peut pas laisser Daloa comme ça. Daloa, c'est une très belle ville. Très, très belle ville. Mais ma soeur chérie, ce que tu viens de dire, c'est pas faux. Moi, j'ai été à Daloa cette fois-ci. À l'intérieur je n'ai pas dit quartier Tazibo. Tazibo, eux, ils ont été fournis. Mais à l'intérieur des quartiers de Daloa, franchement, il faut qu'ils se penchent là-dessus. Il faut que les autorités de Daloa prennent la peine de se pencher dessus. Autant de Denis Bracanon. Parce que moi, autant de Denis Bracanon, j'étais jeune, mais je n'étais pas aussi petite que ça. Autant de Denis Bracanon, franchement, pourquoi on va mentir? Dans les interquartiers, là, ça allait. Mais je ne savais même pas que jusqu'à présent, cette voie dont tu parles là n'est pas bitumée, ni avec des caniveaux. Je ne savais pas.
Mais quand j'ai vu la photo, j'ai dit, mais non, mais il faut que vraiment on interpelle nos autorités de Daloa. Daloa, c'est une très belle ville. Daloa, c'est une ville vraiment qui doit être entretenue. C'est ni au Sénat au Péné. Parce que français n'est pas ma langue. Ok, Daloa, c'est une ville qu'il faut vraiment entretenir. Et ce que tu as dit là, c'est la vérité. Nos parents, là, même là, pendant les élections, c'est eux là même qui se donnent en corps et âme pour que ça se passe bien. Je ne peux pas comprendre que. Imaginons nos mamans, moi-même, j'ai dit, nos mamans, tant de babos là, tant de bédiers, quel risque elles n'ont pas pris, ces femmes-là? Quel risque ces femmes-là n'ont pas pris? Mais on ne peut pas les récompenser de la sorte, franchement. Et puis quand on arrête, c'est comme j'ai dit aux gens, j'ai dit, quand des ados, c'est qu'on ne peut pas avoir là. C'est qu'on n'instaure pas là, ça ne va jamais marcher. Quand d'un coup ça ne va pas, c'est pas pour venir mentir sur quelqu'un, mais interpeller-les pour dire que ça ne va pas. Papa de lui-même là, quand on l'interpelle là, il écoute. Donc interpellez-les. Mais si on n'interpelle pas aussi là, eux ils ne vivent pas dans ces quartiers-là. Ils ne vont même pas dans ces quartiers-là. Vous voyez, mais la population est encore sous l'effet de ces bédiers qui est au pouvoir, ces vagons qui est au pouvoir. Non, c'est le président Ado qui est au pouvoir. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous avez des revendications dans les quartiers, il faut qu'ils revendiquent. Parce que franchement, chères autorités de Daloa, je vais vous dire, monsieur le maire, monsieur le ministre, je connais plein de personnes qui sont là-bas. Quand je les vois, je suis des gens de Daloa. Et Daloa, là, pardonnez, rentrer dans les quartiers, là, ça ne va pas. Franchement dit, passer dans les quartiers, ça ne va pas. Les quartiers du Labougou, les quartiers Kennedy, les quartiers Soleil, ça ne va pas. Abattoir 1, abattoir 2, ça ne va pas. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de caniveau. Et les populations se plaignent chaque fois. Mais il va arriver un moment, ils vont se révolter. Donc pour éviter ça, la pardonner, faites face. Essayez de sillonner les quartiers de Daloa. Vous allez voir que ce qu'on dit là, c'est pas faux. C'est la vérité. Daloa, c'est une ville qui m'a tout donné. J'ai grandi à Daloa. C'est de Daloa que je suis arrivé aux États-Unis. J'adore cette ville. J'ai toujours dit que c'est quoi j'ai dit à Abidjan que les gens sont concentrés là-bas comme si c'est Abidjan seul qui est la ville de la Côte d'Ivoire. Allez-y à l'intérieur. Il y a la ville là-bas. Nourriture ne manque jamais à Daloa. Si quelqu'un de Daloa sort pour me dire qu'il a faim là-bas, mais elle a allumé. Nourriture ne manque jamais à Daloa. Donc, allez-y, et puis vous les autorités aussi, donnez l'envie aux gens de venir à Daloa. Mais moi aussi, il y a un problème aussi. Le monument là, on a un rond-point au commerce là. Arrangez ça. Ça, c'est un monument, c'est un grand carrefour. Tout le monde passe par là. Il faut que ce soit joli à voir. Franchement, c'est un billet, tu ne seras pas seul dans le combat des valeurs, mais je te soutiens dedans. On est ensemble. Merci. Ok. Les municipales se sont passées il y a environ 6 mois maintenant, depuis septembre, je crois. Et je ne pense pas que depuis là, il y a, comment on dit ça, il se passe quelque chose dans les différentes communes. Hier, j'ai pas pu emboîter le pas à la situation de Daloa que révoquait Binet Sidibé et qui a eu le soutien aussi de Maire Saleh, bien évidemment, parce que je voulais pas abuser du temps et donc j'ai dû laisser ça passer hier pour remettre ça aujourd'hui. Et franchement, la situation qui est décriée de Daloa qui est décriée par Binet n'est pas propre à Daloa, mais c'est plutôt à la Côte d'Ivoire en général qu'on trouve, enfin que c'est dans la Côte d'Ivoire en général que les communes sont dans ces mauvais états. Alors, si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que le lieu où j'habite à Abidjan, qui est Yopougon, est aussi dans cet état d'insalubrité. Et comme j'ai dit, c'est propre à toute la Côte d'Ivoire. Dans ce cas, que font nos maires? C'est vrai qu'on en a parlé dans le passé, ça n'a pas... Bon, on en a vu peu de résultats, mais il est essentiel qu'on en parle et qu'on en reparle aujourd'hui encore. Nous sommes quand même nous sommes au 21e siècle aujourd'hui. Et un pays qui se veut quand même respectable, il se tient propre, il se met au propre et il se développe. Mais dans ce pays, quoi qu'on dise, le seul dont on voit vraiment le travail,
c'est le président Alassane Ouattara. Et que font les personnes, les personnes que nous élisons pour nous rendre la vie, enfin pour nous donner le bien-être dans nos différents lieux d'habitation? C'est néant. Nous n'en voyons rien et franchement, il y en a marre. Il y en a marre. Et depuis 6 mois, moi en fait, je vais aujourd'hui poser quand même une sorte d'ultimatum pour dire qu'au moins, il faut déjà commencer parce que 6 mois sont passés, nous n'avons rien vu, sauf si je me trompe. Je pose un ultimatum aujourd'hui pour dire qu'il faut déjà commencer pour qu'au moins d'ici à 2026, franchement, toutes les communes de la Côte d'Ivoire soient mises dans les normes. Les normes, c'est quoi? Il faut déjà commencer par l'essentiel qui est la propreté. Le revêtiment des, comment on dit ça, le revêtissement des trottoirs, les chaussées, tout ce qui, et puis les poubelles, la salubrité, enfin tout ce qui a trait quand même au bien-être des populations qui sommes nous, qui vous avons voté. De grâce, vous sortez, vous voyagez, vous venez en Occident, vous voyez comment sont ces pays-là, enfin le bel état dans lequel sont ces pays que vous aimez bien visiter et profiter d'eux. Qu'est-ce qui vous empêche quand vous retournez, de vouloir nous reproduire ça chez nous, alors que c'est vous qui nous représentez? Nous avons voté pour que vous fassiez ce qu'il y a à faire pour nous. Aujourd'hui, pour ajouter à ça éclaireur, tout le monde crie l'excès de chaleur en Côte d'Ivoire. Mais c'est comme si personne n'utilise un peu son cerveau pour dire, OK, déjà que nous sommes dans un climat tropical, ce qu'il faille faire, c'est quand même de créer beaucoup de végétation. Et les rues aujourd'hui, en plus de les revertir, il faut faire des plants d'arbres tout au long des trottoirs, tout au long des trottoirs, de part et d'autre. C'est pas compliqué. On va pas aller nous dire que ce soit les populations elles-mêmes qui doivent faire cela, parce que si les populations doivent s'y mettre à le faire chacun par lui-même, ça créera du désordre. Et pourtant, si les mairies en font leur responsabilité, ce qui est leur responsabilité, bien entendu, ça nous créera en plus du travail pour nos jeunes gens, nos jeunes personnes, pour les populations de la municipalité. De grâce, faites quelque chose, ne nous laissez pas comme ça dans cet état-là. C'est vrai, la bonne développe, même quand on dit le pays se développe, parce qu'il y a encore trop d'insalubrité. C'est même honteux, ça fait moche, et il faut en finir. Et on a les moyens pour ça. Si on a les moyens pour ça, il faut les y mettre. Pour nous donner ce résultat-là, la moindre des choses, c'est d'avoir quand même les rues et les façades de maisons, tout ça, franchement, prenons rendez-vous avec la propreté. Donnons-nous la culture de la propreté, donnons-nous la culture du bien faire, s'il vous plaît. Et que c'était mon coup de gueule aujourd'hui. Franchement, il y en a marre. Et puis, je n'ai pas envie de payer, en plus de payer, comment dire ça, des impôts à je ne sais combien de milliers de millions de francs. Je n'ai pas envie de me déplacer 1 kilomètre pour aller jeter les ordures ménagères. Franchement, non, je n'en veux pas. Je voudrais qu'il y ait collecte aussi d'ordures devant chez moi. Franchement, c'est mon droit, je le réclame, je le revendique. Merci beaucoup. Ok. Vraiment, merci beaucoup, cher maire, à qui d'entrer avec déjà vos opinions de façon très claire qui ont été énoncées. Et ce que j'ai pu voir en fond de toile, c'est que vous vous posez la question, quel est véritablement le rôle d'un maire? Est-ce qu'il ne faut pas encore rappeler davantage à ces maires-là qu'ils ne sont pas là simplement pour apposer leur signature sur les actes d'état civil, c'est-à-dire les extraits de naissance, les certificats de vie ou les certificats de décès, ou bien simplement pour légaliser les documents. Ça, c'est l'aspect administratif. Mais au-delà de l'aspect administratif, un maire qui connaît son travail doit savoir que, en partie, il a la sécurité de sa commune. Et c'est pourquoi vous avez la police municipale qui a un rôle
qui peut interdire souvent même des réunions ou bien certains rassemblements publics qui porteraient atteinte à l'ordre public. Le maire a tout ça dans sa responsabilité. Le maire doit s'occuper de la salubrité. Ça veut dire les gens qui sont dans la commune vont produire de la saleté. Et comme déjà il y a des impôts, il y a des impôts et des taxes qui sont collectés, on doit être capable d'utiliser une partie de ces fonds-là pour essayer d'assainir la commune. Et aussi, vous avez parlé du cadre de vie. Il n'y a pas d'espace vert. Parce que quand les maires viennent, la vérité en Côte d'Ivoire, c'est que chacun des maires sait ce qu'il doit faire. Ça, c'est le minimum. Mais quand ils viennent, leur intention première, c'est d'abord de chercher comment s'enrichir. Voilà ce qui fait mal et ce qui est honteux que les gens ne veulent pas qu'on dise. Quand les gens sont élus en tant que maire, leur premier objectif, comment je vais faire pour vendre des places au marché, comment je vais faire pour vendre des terrains et comment je vais faire pour m'enrichir dans tous les sens. Voilà ce qui fatigue nos mairies. Et moi, on a vu le cas de Marcory. À partir du moment où Cissé Bakongo a été élu vice-gouverneur, moi je suis un peu triste parce que je me dis que c'était le seul maire de la Côte d'Ivoire qui travaillait et qui pouvait être au moins un symbole d'exemple. Mais à partir du moment où il allait dans l'administratif, je me demande, est-ce qu'il y aura encore un maire qui va vouloir relever ce défi-là? Il faut que je le voie pour le croire. Ça, personnellement, c'est moi qui le pense. Et malheureusement, ces maires, comme je le disais, connaissent bien ce qui leur est assigné comme responsabilité. Mais ils refusent de le faire parce que nous, les populations, nous-mêmes, nous faisons aussi semblant d'être inconscients. Nous faisons semblant de dire à nos maires que la tranquillité de la commune, là, la sérénité, la paix, le cadre de vie, ce que vous avez dit, la salubrité, la sécurité en partie, et tout, c'est aussi nous qui devrons rappeler cela à nos maires pour leur dire. Et donc, dans les droits des populations, vous avez la capacité d'interpeller l'État si votre maire ne travaille pas. Et ça, il faudrait que vous le sachiez. Vous avez la capacité d'interpeller le ministère de l'Intérieur. Et ceux-là vont venir, s'ils voient que votre maire ne travaille pas, après enquête et vérification avec des preuves à l'appui, on peut mettre votre mairie sous tutelle pour qu'elle soit gérée comme vous le souhaiteriez. C'est pourquoi il y a une équipe municipale. C'est pourquoi le maire n'est pas le seul. C'est tout un ensemble qui est là. Et s'il se trouve que celui qui est là est défaillant, on peut soit le remplacer, ou bien même, dans le pire des cas, si on voit que c'est le conseil municipal même qui n'est pas à la hauteur, on peut carrément, ça va être dans les lois de la Côte d'Ivoire, on peut carrément mettre la mairie sous tutelle. Et puis maintenant, vous, la population, vous aurez des réunions. Normalement, le conseil municipal doit tenir des réunions avec les populations pour savoir où on va, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que ce qu'on fait, vous êtes d'accord, est-ce que les choses vont bien dans votre sens. Mais ils ne vont pas le dire aux populations parce que ce serait rendre les populations conscientes de leur état et eux, on va leur demander plus. Or, eux sont venus pour gagner plus. Or, en leur demandant plus, c'est qu'ils vont faire plus et donc eux ne vont pas gagner plus. Voilà le piège qui est là. Et donc, il faudrait que nous-mêmes, les populations, nous soyons conscients de notre pouvoir. Le premier pouvoir que nous avons, c'est que c'est nous qui pouvons faire de quelqu'un qui n'était rien. C'est quand on va dans les urnes, c'est nous qui faisons de cette personne-là un maire. Ça, c'est notre premier pouvoir. Deuxième pouvoir que nous avons, un maire, il est élu pour 5 ans renouvelables. C'est à la fois, on pourrait dire, un agent de l'État pour le mandat qu'il occupe, mais aussi c'est quelqu'un qui est mis en mission, que la population met en mission. Donc là, il a un double rôle. Dès qu'il est élu là, quand vous le voyez faire les documents comme l'état civil, comment on appelle, prendre des décisions, il travaille en partenariat avec l'État. Donc on peut le considérer comme un agent d'État. Mais en même temps aussi, il est un peu plus qu'un agent de l'État parce qu'il est élu aussi. Et donc ça fait qu'il a une double casquette. Et un maire qui est conscient de sa valeur, un maire qui est conscient du rôle qu'il doit jouer, est un agent de développement pour simplifier la réalité. En tout cas, dans les moyens que la mairie lui offre. Parce que si tu prends une mairie comme la mairie de Satamasokura et la mairie, par exemple, du Plateau, c'est deux mairies qui ont une différence année-lumière. Tu ne peux pas les comparer. Et donc, un maire, en réalité, ne peut travailler aussi que dans les moyens qu'il a. Ça aussi, il faut que les populations sachent ça. Si chaque vendredi, les taxes qu'on collecte, c'est un exemple que je prends. Le jour du marché, les taxes qu'on va collecter là, c'est la somme la plus forte, c'est 50 000. Vous n'allez pas demander à un tel maire de vous réaliser des miracles. Ça n'est pas dans ses moyens. Par contre, dans d'autres communes comme le Plateau,
on voit qu'il y a tellement de moyens, même que les maires viennent pour détourner l'argent et ils deviennent milliardaires en moins de quelques mois. Il faut que vous, la population, vous soyez conscients que c'est vous qui les mettez dans ces conditions-là. Vous qui les avez élus. Si vous ne leur rappelez pas ce qu'ils doivent faire et vous ne les forcez pas à faire ce qu'ils doivent faire, mais c'est que vous leur permettez de faire des conneries. Voilà aussi la réalité qu'il faut qu'on vous dise. Chère population, pourquoi on nettoie chez vous? Pour que votre ville, votre commune soit propre. Pour que le maire fasse son travail, pour que les choses soient bien. On dit le cabri, avant de manger arachide de quelqu'un, il regarde dans ses yeux. Vous les avez élus pour un travail. S'ils ne le font pas, signalez-leur. Vous ne faites pas votre travail. Signalez-leur. Vous ne faites pas votre travail. S'ils ne veulent pas comprendre, allez au ministère de l'Intérieur. Vous les signalez simplement par une lettre. Ils vont prendre le temps de faire leurs enquêtes et essayer de procéder ainsi de suite. Et donc, il faudra que la deuxième responsabilité des populations, vous soyez conscient de ce que vous voulez et de là où vous voulez aller. Et ça, personne ne le fera à votre place. Si vous ne demandez pas ce qui est bon pour vous-même, ce n'est pas un maire qui va venir le faire à votre place. Et donc, c'est extrêmement important que les uns les autres puissent retenir ces facteurs-là. Et vraiment, il est très difficile de voir quelqu'un se lever et puis faire du bien s'il n'y a pas une contrainte quelque part. Surtout en Côte d'Ivoire, nos élus, il y a déjà une mentalité qui est là. On est élu pour faire son propre bonheur avant les autres. Et donc, une fois qu'on est dans un tel environnement, il est utile qu'on puisse faire comprendre que les choses ont changé. Alassane Ouattara donne toujours l'exemple. Mais combien parmi nos élus arrivent à copier l'exemple? Parce qu'une mauvaise habitude, quand elle est rentrée, ça prend du temps pour ressortir. Mais c'est pour cela que nous venons ici pour informer les uns les autres, informer nos populations. C'est qu'on veut vous faire croire que vous n'avez pas dans vos moyens là. Vous les avez. Et comment vous devez faire? On vous montre les voies. Maintenant là, nous on ne peut pas pousser quelqu'un à dire il faut aller faire. Nous on ne vit même pas en Côte d'Ivoire. Mais à partir du moment où on a donné la bonne information, on espère que vous saurez comment prendre cette information-là pour réaliser le bonheur que vous voulez vous-même. Et les ordures ménagères dont une de nos sœurs a parlé au début, à un moment en tout cas où je me connectais. Effectivement, je pense que par rapport au ramassage des ordures ménagères dans la cité est du domaine de l'État et des collectivités territoriales telles que les mairies, les conseils généraux, ainsi de suite. Mais ce que je peux dire, c'est vrai que l'État, au moment où le président Ouattara est arrivé au pouvoir en 2011, la ville d'Abidjan, je ne parle pas de l'intérieur du pays parce que je connais Abidjan parce que je vivais moi-même à côté de ma maison, il y avait vraiment de la saleté. Et quand ils sont arrivés, Madame Anne Ouleto, qui avait été nommée, je crois, elle était ministre, elle s'occupait de l'environnement et choses comme ça. Elle avait fait un grand boulot. Et vraiment, pendant qu'elle était ministre là, franchement, la ville d'Abidjan était propre. Vraiment, elle était arrivée à régler plus ou moins le problème. Je pense que l'État avait passé des contrats avec Ecotiza, qui est encore là d'ailleurs. Il y avait deux sociétés, il y avait Ecotiza et puis l'autre, mais c'est pas ça le plus important. Ce que j'ai constaté depuis quelques années, elle n'est plus à son poste, naturellement, ils ont mis d'autres personnes. Mais j'ai l'impression que de ce côté-là, l'État, à mon avis, il y a un relâchement. Ça, c'est mon point de vue, hein. C'est le constat que je fais. Parce que quand vous circulez en ville, vous voyez des saletés dans des coins et puis vous vous posez des questions. Même aujourd'hui, la fréquence de passage des gens des Ecotiza a diminué. Avant, ils passaient tous les jours un peu tard, c'est-à-dire vers 23h minuit. Voilà, ils venaient ramasser. Maintenant, ils peuvent faire 2 jours, 3 jours, ils ne viennent pas. Donc, les saletés, ça moncelle et ça fait des tas de... Vraiment, c'est pas joli à voir. Franchement, pour quelqu'un qui est de passage à Abidjan, c'est pas joli. Donc, il y a du côté de l'État et des collectivités publiques, il y a un travail à faire. En tout cas, il y a une amélioration à faire. Mais il y a aussi le comportement des populations. Honnêtement, on est plus discipliné de ce côté-là. Il y a trop de mauvais comportements. Les gens jettent les choses n'importe comment. Même les saletés, les gens vont les jeter de façon sauvage. Et tout ça complique aussi la tâche au ramassage d'ordures ménagères. Donc je pense que la population aussi doit être disciplinée.
On doit nous-mêmes, il faut qu'on soit rééduqué de ce côté-là. Faire attention. Quand on était petit, l'Institut d'hygiène passait et nos parents ont souvent payé de l'argent. C'était peut-être 500 ou 1000 francs d'amende parce que tu avais laissé la saleté, tu avais laissé les ordures, les eaux usées sorties de ta maison, ainsi de suite. Donc déjà à cette époque, donc il faut qu'on prenne, il y a une loi apparemment qui a été prise, mais je crois qu'il y a un moment elle doit rentrer en vigueur d'un moment à l'autre. Mais il faut vite sensibiliser les gens. Je pense que d'un côté, l'État doit améliorer ses prestations, mais d'un autre côté, les parents et les populations doivent améliorer aussi leur comportement vis-à-vis de ça. Parce que dans tous les cas, c'est nous qui vivons dans la saleté, hein, si on jette la saleté n'importe comment. Donc, vraiment, je voulais insister sur ce point-là. Si on a des canaux par lesquels on peut s'adresser à l'État, moi, je sais que le Premier ministre Beugre Mambé est un bosseur. Je sais que s'il prend cette affaire-là à bras le corps, on peut trouver une solution. En tout cas, pérenne. C'est important. C'est très important. Voilà. Je pense qu'on peut s'inspirer de ce qui se fait en Europe, même si on ne copie pas complètement, mais on peut prendre des choses intéressantes là-bas et les appliquer à Abidjan. Voilà. Même si on revient même à ce que la dame là, Anne Oulitou, avait fait, ce serait déjà une très très bonne chose. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce point-là. Okay. Et je voulais remercier Mère Sali pour son intervention sur le fait que les gens souvent ne se rendent pas compte que ce sont nos vies en réalité qui sont en jeu. Et tu auras raison de dire que il y a aujourd'hui, mais il y a demain, il y a l'avenir. On doit tenir compte de ça. Donc, vouloir combattre le président Ouattara, il n'y a pas de souci, mais il faut le combattre loyalement. Il ne faut pas le combattre en cherchant à encore endetter les populations. C'est tous ces gens-là qui se promènent sur les plateaux de télé et qui racontent leur vie, notamment sur, bon, je ne sais pas si je peux me permettre, sur NCI. Moi, j'ai cherché plusieurs fois à intervenir sur NCI, mais on n'arrive pas à intervenir. Il y a même appelé là-bas pour dire que je veux parler à Ali Diarasouba parce que je veux être aussi un chroniqueur. Ceux qui sont sur le plateau là, ils ne sont pas forcément plus intelligents que nous. Souvent, ils s'en vont là-bas sur le plateau, et puis le plateau de NCI est souvent très déséquilibré. C'est-à-dire, quand tu regardes sur le plateau là, les trois cas sont PDCI. Et puis, il n'y a personne même qui peut défendre les intérêts du RHDP, ou en tout cas du président Ouattara. Parce qu'il y a beaucoup de journalistes, je ne vais pas les citer tous, mais tu les vois, il se dit qu'il est indépendant, mais en réalité, il défend les positions du PDCI. Je me souviens que Arthur Benga, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, a été vilipendé, insulté, quasiment, on l'a rabroué par rapport à Tidiane Thiam un jour. J'étais trop cac contre lui seul. Parce que simplement, il était en train de dire que la manière dont Tidiane Thiam a pris le chose, comment on appelle ça, le pouvoir au PDCI, ce n'est pas normal et qu'il n'était pas éligible et tout. Mais il fallait voir le journaliste qui se dit indépendant là, comment on l'appelle, j'oublie son nom là. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il a un journal il se dit indépendant, il est barbu, il est souvent sur NCI. André Sylvain Conan. Merci beaucoup, André Sylvain Conan. Mais à la limite, il voulait bouffer le gars de cul. Parce que moi, je suis beaucoup NCI 360. J'ai suivi l'émission, mais j'étais dans tous mes états. J'ai tenté de les joindre ce jour-là en vain. Mais je crois qu'ils ont eu la chance. Si moi, j'avais pu parler sur le plateau, peut-être que André Sylvain Conan allait se tuer. Parce qu'ils n'ont pas été sérieux. Et on a senti, ils se font passer pour des journalistes indépendants, mais en réalité, c'est des défenseurs, c'est des PDCI. Il y a un autre qui s'appelle Sylvain Nguessan ou quelque chose comme ça, qui s'est pas passé pour un politologue. Lui aussi, il est PDCI. Lui aussi, il est PDCI. Parce qu'il a donné une réponse à Arthur Benga, qui disait que Tidiane Thiam a fait 24 ans en dehors de la Côte d'Ivoire. Lui n'est pas sûr que Tidiane Thiam, plus il connaît toutes les réalités ivoiriennes. Carrément, il a répondu au gars pour dire que non, il y a des archives et que Tidiane Thiam, puisqu'il y a des archives, s'il arrive, il peut s'appuyer sur les archives pour gérer la Côte d'Ivoire. Donc, dans ce cas-là, on n'a qu'à prendre un Chinois va venir gérer la Côte d'Ivoire. Il va s'appuyer sur les archives et puis il va gérer la Côte d'Ivoire. On n'a qu'à prendre un Chinois, on n'a qu'à prendre un Guatémaltais qui va venir gérer la Côte d'Ivoire. Puisqu'on n'a pas besoin de connaître les réalités de la Côte d'Ivoire, il suffit de s'appuyer sur les archives pour gérer la Côte d'Ivoire. Tu vois, comment les gens, quand il s'agit des intérêts du PDCI, qui est un parti aujourd'hui d'opposition, comment est-ce que les gens, ils sont encagoulés? Donc, vraiment, elle a raison de dire que
j'ai oublié le nom de la sœur qui a été intervenue avant Mme Mère Sali, la mère qui a été intervenue. Elle a raison de dire que tous ces gens-là, est-ce que le B52 a dit, ils se font passer, c'est la méthode du FPI de Laurent Gbagbo, qui est devenu aujourd'hui PPACI. Eux, ils infiltrent les soi-disant organisations des droits de l'homme, mais en réalité, c'est des gens encagoulés. Ils se font passer pour des journalistes indépendants, en réalité, c'est des gens encagoulés. Mais nous, on peut faire la même chose aussi. Moi, je ne suis pas RDN, je ne suis pas RHGB, je suis Alassaniste. Point barre. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir carte de membre d'un parti politique pour défendre Alassane Ouattara. Je le défends parce que je sais que, non seulement en tant que Premier ministre, il a sauvé la Côte d'Ivoire, en tant que président de la République, non seulement il a sauvé la Côte d'Ivoire, mais il est en train de nous faire avancer. Donc, c'est pour ça que moi, je le défends. Sinon, 5 francs, je ne gagne pas dedans. Sincèrement, je n'ai jamais bouffé 5 francs d'Alassane Ouattara. Et je le défends et je le défendrai. Parce que je le défends pour la Côte d'Ivoire. Moi, je suis pro Ouattara parce que Ouattara est pro Côte d'Ivoire. Voilà moi, mon combat. Et donc, moi, franchement, d'ici quelqu'un, je lance un SOS, si quelqu'un peut faire en sorte que moi, il puisse rencontrer Ali Diarasouba pour pouvoir intervenir sur un CI 360 les dimanches là. Ça me fait plaisir. Même si je n'interviens pas tous les dimanches, au moins un dimanche sur 2. Pour que les gens sachent que ils ne sont pas les seuls qui savent parler français. Il n'y a pas de Ils problème. sont là-bas en train de raconter, de tromper la population. Et ça, c'est pas bon. En train de nous faire croire que sur Ogion, et les autres ont demandé pardon. On n'est pas dans le, comment on appelle ça, on n'est pas, c'est pas une affaire de papa, maman, ou de père-fils. Parce qu'il y a un intervenant qui a dit ça une fois. Il y a quelqu'un qui a dit que les autres ont demandé pardon au Prado, ils sont rentrés. Pourquoi sur Ogion ne peut pas demander pardon pour tout ce qu'il a dit sur le Prado, pour les injures qu'il a sur le Prado et puis rentrer? Il s'est trouvé quelqu'un pour dire sur le plateau, ce jour-là sur le plateau, que ce n'est pas une affaire de papa et de père à fils qu'on est dans la politique. Vous voyez, quand les gens parlent comme ça, quelle éducation vous voulez donner à la jeunesse? Quelqu'un qui a été président de l'Assemblée nationale, qui a été premier ministre du Prado, qui va sur les réseaux sociaux payer des gens pour insulter le Prado. C'est-à-dire qu'ils ne font que insulter le Prado matin, midi et soir. Qui infiltre n'importe quoi, qui va faire de l'amitié avec des pays et des pouvoirs qui sont contre le Prado, contre la Côte d'Ivoire. À ce moment-là, on va où? On est où? Okay. Donc voilà un peu ce que je voulais dire pour il n'y a pas de problème. Sur ce point-là, voilà ce que moi je voulais dire. Vraiment, si tu il n'y a pas de problème. Non, on vous a déjà compris et je peux vous promettre qu'à cause de la CAN, je n'avais pas voulu pousser sur l'accélérateur, mais vu que la CAN est finie, je vais vous mettre en contact avec quelqu'un et vous allez passer à la NCI. Ça, je peux vous le promettre. Maintenant, que ça puisse se faire ou pas ne dépend pas de moi, mais je ferai ce que j'ai à faire. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci d'avance. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il faut qu'on aille pas pour défendre comme pour défendre. Si c'est pas bon, on va dire non, c'est pas bon, on n'a qu'à corriger. Mais on ne peut pas aller bon. Tu vois quoi, ils veulent, parce qu'en fait, le risque qu'il y a dedans, non, vous avez déjà, on a bien compris. On vous a déjà bien compris. Ils vont vendre l'image des choses. NCI est suivi, ils vont vendre l'image des étudiants. Il n'y a pas de problème. Je crois que vous avez été entendu. Et comme je l'ai dit en arrière-plan, vous allez rentrer en contact avec quelqu'un pour pouvoir toucher Ali et on va voir s'ils vont accepter que vous participiez. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. C'est nous qui vous en remercions. Et donc, on va passer à Abdul, qui va, s'il a des avis à donner. Oui, j'ai des avis à donner. Bon, c'était par rapport à l'intervention de l'année qui vient de passer sur la salubrité en Côte d'Ivoire, surtout dans la ville d'Abidjan. Moi, ce que je comptais dire à l'année, vraiment, le fait d'accuser un peu l'État dans cette histoire-là, moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis même vraiment pas d'accord avec lui parce que la question à se poser aujourd'hui, il faut se poser une question, mais pourquoi la commune, les différentes communes du district d'Abidjan ne reçoivent aucune dotation de la part de l'État? Pourquoi ils ne reçoivent aucune dotation de la part de l'État de Côte d'Ivoire? Et la réponse, elle est claire. Parce que ces différentes communes du district d'Abidjan génèrent énormément de ressources. Même le district d'Abidjan aujourd'hui génère énormément d'argent. Donc, accuser l'État, dit que l'État est aussi en partie responsable de l'instabilité de la ville d'Abidjan. Moi, j'ai dit non, non, non. Est-ce que le ministère de la stabilité là n'a pas fermé à Kodo?
Le centre où on partait jeter les ordures là, est-ce qu'ils n'ont pas fermé à Kouelo? Est-ce que là, en ce moment-là, ils ne sont pas en train de mettre en place quelque chose pour le traitement des ordures d'Abidjan? C'est ce que le ministère peut faire. Et c'est le rôle du ministère de créer ce genre comment dirais-je là, de moderniser ces centres de traitement des ordures. Maintenant, quand il s'agit de définir la politique de la salubrité dans une commune, ce n'est pas le ministère qui fait ça. C'est l'équipe municipale qui définit ça. L'argent là, qu'on leur donne là, l'argent que génère chaque commune là, chaque commune doit prendre cet argent-là pour aller signer peut-être des accords avec les sociétés privées ou bien privées qui s'occupent d'enlever les ordures là dans les différents quartiers. Donc, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on accuse l'État. Je suis d'accord lorsque l'aîné me dit qu'il y a nos élus ainsi que nos populations. Mais pour accuser l'État là, j'ai dit non, je ne peux pas accepter ça. Comment comprendre quand on dit que vous êtes des élus et on a des poubelles qui déposent en bordure de route? Ce n'est pas l'État qui a venu dégager ces poubelles-là? Donc, si on ne connaît pas réellement le rôle de chaque élu, le champ d'action de chaque organisme dans ce pays-là, on ne va pas sensibiliser nos populations seront toujours là en train d'être dispersées. L'État n'a absolument rien à voir dans l'insalubrité qui se passe dans les différentes communes. Comment une mairie n'est pas capable de ramasser les ordures de ses administrés? Comment une mairie n'est pas capable de définir une politique de sensibilisation sur les tri des déchets? Avec ça, on va venir accuser l'État. C'est parce que des personnes qui sont à la tête de ces différentes municipalités-là, c'est des personnes en réalité qui n'ont aucune vision, qui n'ont aucune compétence. Les gens sont... Les gens, en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune vision. Quand tu regardes les différentes communes d'Abidjan, quand tu prends Abidjan Sud, est-ce que Makori n'est pas collé à Trésuit? Comment dire? Est-ce que Makori n'est pas collé à Koumassi? Mais prenons un peu l'état de salubrité de ces villes-là. Quand l'aîné parle des différents camions qui doivent passer pour ramasser les ordures, mais ces camions-là, ça appartient au privé. Vous générez assez d'argent. Mais pourquoi les deux communes-là ne peuvent pas mutualiser le ramassage des ordures en disant que bon, comme les deux communes-là sont collées là, on met une politique en place pour dire que l'argent que nous allons générer dans la commune-là, toi, ta commune génère de l'argent, moi aussi, ma commune génère de l'argent. On met ensemble cet argent-là pour définir une politique, on choisit une société et cette société-là passe dans nous de nos deux communes. Abdul? Là, comme ça, on ne sent pas trop. Abdul? Oui. Sauf erreur de ma part, voilà un peu comment les choses se passent à Abidjan. Hein. Tu sais qu'il y a le district. Oui. Et je parle sous le contrôle de tous les élèves de la classe. Si peut-être il y a erreur de mon côté, vous le signalez. En fait, là, quand les fonds sont collectés, là, on dirait que tout va en un lieu unique et c'est à partir de là maintenant que le district décide maintenant de dispatcher quelque chose du genre. Je ne sais pas si j'explique très bien ou même si peut-être je ne peux pas comprendre parfaitement. Éclairage, je peux intervenir? Non, je voulais d'abord qu'on clarifie ce que j'ai dit. Est-ce que c'est vrai ou oui, non? ce point-là, justement, c'est si ça, je voulais intervenir. Voilà, c'est très important, Abdul. Ça veut dire que la commune... Quand les collectes se font pour les collectivités territoriales, c'est-à-dire les mairies, cher aîné, allons, disons ça de façon très simple, c'est-à-dire prenons les mairies, parce que quand tu dis collectivité, on ne comprend pas. Allons doucement. Les mairies. Voilà, il faut dire l'argent des mairies là, quand on prélève les taxes là, ça va où? Ça va au trésor. Ok. Donc c'est le trésor qui prend. Donc c'est l'État. C'est l'État qui connaît. Voilà. C'est l'État qui. Parce que voilà. Au début de l'année, quand on fait le budget, tout ça, ça est dans le budget. Chaque mairie a son budget. Dépenses, recettes, dépenses. Quand tu collectes les taxes là, c'est que même ce qu'on dépose au marché là, ça vient.
Maintenant, l'État, ça vient dans les caisses de l'État, c'est au trésor que ça vient. Quand ça vient au trésor, après, on regarde en fonction des budgets de chaque mairie. Il y a des mairies qui ne produisent rien. Voilà. Normalement, il n'y a pas suffisamment d'entrée. Voilà. Donc, c'est pas un mérite à voilà. Voilà. Cher aîné, c'est cette explication-là que je voulais donner à Abdoul. Et donc, Abdoul, Voilà. ça pose un problème. Les mairies se disent, nous ne pouvons pas travailler parce que les recettes qu'on a générées, l'État a ça et la procédure est longue. Et ça fait que finalement, on n'arrive pas à travailler. On a même vu des maires de l'opposition dire que l'État profite de cela pour leur permettre de ne pas travailler. Et donc, ce côté-là, ça rend un peu les choses difficiles. Si l'État déjà même lui-même prend l'ensemble de l'argent, pourquoi ne peut-il pas définir une politique globale de l'assainissement d'Abidjan, par exemple? Plutôt que de dire... Voilà, c'est le deuxième point que je voulais préciser. Comme Abdoul était en parole, comme Abdoul était avec les propos, laissons-le finir. Là, comme ça, vous allez profiter pour pouvoir ajouter un peu plus. Mais ce qu'il faudrait qu'on se dise aussi, est-ce que toutes les richesses qui sont générées au sein d'une commune, est-ce que c'est tout qui part au trésor? Bon, là, je ne saurais répondre, mais en tout cas, les recettes qui sont générées, ils vont d'abord au trésor avant d'être redistribuées. Et donc, en partie, j'allais dire, mais c'est effectivement toutes les richesses, je peux prendre le risque de dire oui. Non. Éclaireur, le point que je peux, si tu permets, je vais juste dire ça, tu vas voir que ça va... Non. Parce que donc, attendez, Abdoul attend. Donc, je vous laisse, vous deux, on vous laisse 5 minutes, mais soyez courtois. 2 minutes, que le temps... frère, pardon, il faut m'écouter, tu vas voir. C'est-à-dire que la ville d'Abidjan, là, c'est l'État qui a toujours géré les problèmes des ordures de manière générale. En tout cas, avant, je ne sais pas si tu as déjà entendu le nom d'une société, un concessionnaire privé qu'on appelait CITAF. Tu as déjà entendu parler de CITAF? D'Ahmed Bassam là. Voilà. Donc, c'est à peu près la même chose qui a perduré. À un moment donné, ça ne fonctionnait pas parce que l'État devait beaucoup d'argent à CITAF. Bon, il y a eu des problèmes de gestion, en tout cas. Maintenant, quand Anne Ouletto est arrivé, quand Ouattara est arrivé au pouvoir, Anne Ouletto a signé avec 2 sociétés. Il y a une même qui a été mon client. C'est pour ça que je connais bien le problème. Il y a une qui a été mon client, qui s'appelait Eco. D'ailleurs, même Ecotiza, ils sont encore là. Ils étaient 2. Mais là, c'est Ecotiza que je vois le plus circuler en ville. C'est eux qui sont chargés de ramasser les ordures en ville. Les gens avaient beaucoup de véhicules au départ. J'ai l'impression que le nombre de véhicules a diminué. Et je ne sais pas si l'État leur doit, ou bien qu'est-ce qu'il y a à la base, je ne sais pas. Qui fait qu'aujourd'hui, ils ont moins de véhicules apparemment. D'où la fréquence de passage quotidienne pour ramasser les ordures. En fait, c'est un problème, ça peut se régler selon ce que tu es en train de dire, Abdoul. C'est-à-dire qu'on peut dire, bon, on va laisser chaque mairie se débrouiller. Ça aussi, ça peut entraîner une pagaille. C'est pour ça que l'État préfère prendre l'affaire en main et puis donner la possibilité à une société pour ramasser les ordures dans la ville d'Abidjan. En fait, c'est ça. Je ne suis pas en train de dire que l'État ne fait rien du tout. Moi, je dis simplement que les prestations se sont un peu dégradées. Et que je pense qu'il y a un effort à faire de ce côté-là. C'est ce que j'ai dit. Je ne dis pas que l'État ne fait rien du tout. Non. La preuve, on ramasse, mais tu vas voir que si on ramassait chaque 2 jours, chaque jour ou bien chaque 2 jours, aujourd'hui, c'est devenu peut-être 2 fois ou maximum 3 fois par semaine. Ce qui fait que quand tu passes, tu vas voir des tas d'ordures dans un coin, et franchement, et puis au bord du goudron, une route beaucoup achalandée, c'est pas joli à voir. Or, avant, ça n'existait pas. Pendant des années, c'était un problème réglé. C'est de ça que je parle, en fait. Okay. Donc, Abdoul va continuer dans son raisonnement. Voilà, dans mon raisonnement, effectivement, cher ami, moi, je sais tout simplement qu'en Côte d'Ivoire, il y a des taxes là qui vont directement dans la caisse des mairies. Il y a des taxes aussi qui sont prises au sein de la commune qui vont dans les caisses du trésor public. Et ça même là, peut-être, si je fais mes recherches, si je me souviens que je peux ressortir ça. Est-ce que vous savez que chaque station-service paye une taxe sur le litre d'essence et de gasoil là, à la mairie? Donc, il y a des taxes qui sont propres à la mairie et il y a des taxes qui sont collectées au sein de la commune qui vont dans les caisses de l'État. Donc là, quand j'accuse nos différents maires là, le peu qu'ils ont là, qui leur reviennent là, qu'est-ce qu'ils font avec? Est-ce que
la mairie de Koumassi aujourd'hui n'a pas les capacités, n'a pas les ressources pour payer au moins 5 à 10 camions pour ramasser les ordures? Est-ce que la mairie de Koumassi a besoin d'attendre dotation de l'État, l'agent de l'État pour pouvoir payer ça? C'est de ça dont je parle. Moi, j'invite tout le monde à faire des recherches sur le fonctionnement des différentes mairies en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui leur revient dans la commune qui ne va pas au trésor? Donc, c'est une manière de dire qu'aujourd'hui, ce que les opposants disent là, peut-être c'est vrai, mais moi, je sais que c'est archi faux. Mais comment Cissé Bakongo, lui, a réussi à transformer Koumassi? Est-ce que eux, si on dit, bon, c'est une loi qui est appliquée à tout le monde attend le décaissement est là, ça ne vient pas. Mais pourquoi Cissé Bakongo lui réussit? Et des petites communes comme Makori, eux, ne réussissent pas. Des communes comme Mabobo qui ne réussissent pas. C'est ce que Cissé Bakongo est en train de faire. Ou bien ce n'est pas le même décaissement, ou bien ce n'est pas par même état, là, ou bien on fait du favoritisme là-bas. Connaissant le pouvoir de Alassane Ouattara, ce n'est pas du favoritisme qui s'est fait. Et le président Alassane Ouattara aujourd'hui, là, lui, il coupe, c'est une gazelle, il va vite. Donc je ne pense pas que c'est dans l'intérêt du pouvoir de Alassane Ouattara aujourd'hui de retarder le décaissement. C'est pas ça, je ne crois pas. Moi, je pense que c'est des personnes qui n'ont pas de vision, qui gèrent aujourd'hui la plupart des communes d'Abidjan. À l'exception, Cissé Bakongo. Comment tu peux comprendre une ville, une commune comme Plateau, qui génère énormément de ressources, mais Plateau aujourd'hui, effectivement, il y a des efforts qui sont effectués parce que c'est le lieu où le président de la République reçoit les invités. Donc le président de la République va beaucoup s'investir aujourd'hui dans la transformation du Plateau. Mais le maire du Plateau, lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est pas au Plateau, on dit qu'il y a des gens qui ont détenu près de 200 millions de francs CFA, ils ont fui pour venir se coucher en France ici, les Akousi Benjo là. Donc ça veut dire qu'il y a de l'argent qui sort, mais cet argent-là n'est pas utilisé à bon escient, cet argent-là n'est pas utilisé pour le bonheur des différentes populations de la ville d'Abidjan, raison pour laquelle il y a certaines communes d'Abidjan qui sont dans un état pas possible, qui sont dans un état de salubrité très avancé. Donc, cher René, je préfère m'arrêter là, merci. Ok. Et donc, je ne sais pas si M. Koulibaly veut... Bon, je voulais juste, parce que je pense qu'il touche... frère Abdoul, je pense que tu as touché à beaucoup de choses en même temps dans ce que tu as dit. À partir des ordures, tu es allé sur les taxes. Bon, même sur les taxes là, il faut retenir ceci. Hein. Les taxes que les gens prennent là, ça va dans les caisses de choses qu'on appelle de l'État. Même les taxes qui seraient perçues sur les carburants. Non, il n'y a pas de taxe sur le carburant. Le taxe qui est sur le carburant, c'est pas les mairies qui fixent, c'est l'État. Ça fait partie du jeu. Comment dire? Non, mais c'est les taxes de mairie, c'est le fonds propre à la mairie. Les mairies ne peuvent pas prendre des taxes sur le carburant, c'est pas possible. Ça, les stations, les services qui sont dans les différentes communes, la mairie prend sa taxe là-dedans. Non, attention. Même les petites boutiques, quand tu as même un petit magasin là, la mairie prend taxe. Mais c'est pas, tel que tu présentes la chose, c'est comme si, quand ils encaissent, ils gardent ça par devant eux. Non, il y a presque 90% de ce qu'ils ont va dans les caisses de l'État. Ça, il faut comprendre ça, c'est clair. C'est pour ça que justement, l'opposition dit qu'on ne leur donne pas les moyens à temps pour faire certains de leurs travaux. Les gens de l'opposition le disent. À tort ou à raison, je n'en sais rien. C'est parce qu'ils savent comment ça fonctionne. Voilà pourquoi ils disent ça. C'est peut-être un prétexte. C'est vrai, tu as raison de dire que pourquoi Bakongo peut réussir. Peut-être Bakongo sait utiliser. Parce qu'avant de décaisser là, il faut justifier le décaissement. L'État non plus ne va pas te donner l'argent parce que tu dis non, moi j'ai besoin de 100 millions, puis on te donne les 100 millions, tu t'en vas avec. Non. Mais cher René, moi, si tu veux, demain, moi je te sors la procédure. Comment est-ce que le décaissement se fait par le ministère de l'Intérieur? Non, je n'ai pas dit, parce que tu as dit à toucher du doigt plusieurs problèmes. Tu as parlé de TVA, je t'ai dit... non, il n'y a pas parlé de TVA, pas de taxes. Non, tu as parlé des taxes sur le carburant. J'ai dit l'État, ici en Côte d'Ivoire, je n'ai pas dit dans tous les pays. À part l'État, personne ne peut prélever de la taxe sur le carburant, ce n'est pas possible. Aucune collectivité, aucune mairie ne peut le faire. C'est pas possible. C'est pour ça que chaque mois,
quand on fixe, comment on appelle le ministère, c'est le ministère de l'énergie dit le litre du carburant, comment on appelle, super sans plomb, ça fait tant. Non, cher René, c'est que tu m'as pas compris. Non, tu m'as pas compris. Tu as parlé des taxes sur le carburant, j'ai dit ça, les mairies ne peuvent pas. Je te dis que moi, il y a des taxes, des stations-service. Je t'informe que ce n'est pas que les stations-service, les taxes là. À partir du moment où tu as une activité sur le territoire d'une mairie, tu payes forcément une taxe. Ça, c'est obligé. C'est-à-dire que même si c'est pour payer 500 francs par jour ou bien par semaine, ils vont te donner un ticket, ça c'est obligé. Même si tu as les petits tailleurs, les petits menuisiers, je ne vois pas dans ce sens. Tout le monde qui paye. Donc, une station-service peut payer. Ça, je ne discute pas ça. Mais il ne faut pas penser que tout l'argent là va dans leur poche et puis eux, ils ne reversent rien au niveau de l'État. Ils reversent toujours. Maintenant, est-ce que c'est 100%? Je ne peux pas le dire aujourd'hui. Mais je pense qu'une bonne partie de ce qu'ils encaissent est reversée parce qu'il y a un budget. Dans le budget, il y a recettes et puis il y a dépenses. Donc la partie recette là, il faut que la mairie remplisse. L'État aussi leur demande des comptes. Si tu as dit que tu vas encaisser, tu vas émettre des taxes pour 100 millions, mais à la fin de l'année, on va te poser la demande en mi-parcours. On peut te demander, mais attention, est-ce que tu arrives à prélever les taxes? C'est ça aussi. Maintenant, parlons du cas de la mairie du Plateau. C'est un bon exemple que tu prends. La mairie du Plateau, pourquoi c'est relativement propre? D'abord, ce n'est pas une commune qui est grande, mais le maire du Plateau, il a mis en place une police municipale qui travaille bien. Ça, sincèrement. Sa police municipale circule tout le temps. Donc, si tu jettes la saleté n'importe comment, les gens vont t'attraper. Alors que, je prends une commune comme Cocody. Moi, je pense que le maire de Cocody, il ne travaille pas bien. Ça, c'est mon point de vue. Moi, j'habite à la Riviera. Je trouve qu'il ne travaille pas bien parce que là, par exemple, même si ce n'est pas lui qui ramasse les ordures, mais il peut faire en sorte que faire tourner les agents municipaux dans la commune de telle sorte que les secteurs où il y a des déversements sauvages de saleté, que les gens puissent prendre des sanctions contre eux. Il peut faire ce travail-là pour que lui, sa commune soit propre. Mais là, par exemple, c'est vrai ce que tu dis. Mais il faut savoir, je le précise encore, le ramassage des ordures est sous-traité par l'État. Même si ce n'est pas directement le ministère, mais c'est des services centralisés. Ce n'est pas chaque commune qui décide comment je ramasse les ordures. Non, ce n'est pas comment ça fonctionne. Ok. Voilà ce que je voulais dire. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, Abdel, vous pouvez continuer. Moi, je pense que si tel est le cas, ce que l'ennemi dit, c'est qu'on est dans une dictature. Je vous le jure, si ce que vous dites, si c'est vraiment vérifié, c'est qu'on est dans une dictature. Parce que moi, non. Mais c'est vrai, c'est qu'on est dans une dictature. Et puis bon, là, il faudrait, bon, cher René, tu as parlé, mais en totalité, je prends des réserves là-dessus. Parce que, aujourd'hui, comment dire, je parle des communes. Une commune aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je ne vais pas te dire autre chose, cher René, une commune aujourd'hui peut investir de l'argent afin de pouvoir créer de la recherche dans sa commune. Est-ce que le maire de Makori, Abi Raoul, non, moi je suis en France. Ah, d'accord. J'ai l'impression que tu confonds un peu le fonctionnement de la... Non, je ne confonds pas le fonctionnement de la pour la Côte d'Ivoire, c'est pas la même chose. Non, et puis c'est pas de la dictature, je suis désolé. Non, doucement. Je sais, cher René, tu me laisses m'en parler. Abi Raoul, le maire de Makori, quand il était élu maire de Makori, il a commencé à tracer des places de parking vers la pâtisserie abidjanaise. Quand il vient garer ta voiture, tu payes 300 francs CFA. Cet argent-là, ça ne va pas au trésor. Cet argent allait à la mairie. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Mais attention, il demande l'autorisation à l'État avant de faire ça. Il ne peut pas se lever. On n'est pas dans la jungle. Hein. Il ne peut pas se lever pour mettre des taxes. Mais attends. Mais effectivement, nous sommes dans un pays. Il y a certaines choses que tu ne peux pas faire sans vérifier les tests, sans vérifier la loi. S'il l'a fait, c'est parce que la loi lui permet de le faire. Donc, il y a énormément de choses aujourd'hui. Si c'est pour créer de la recherche dans ta commune, tout en respectant les lois du pays, tu peux le faire. Et il l'a fait. Mais malheureusement, cette population de Makori-là n'était pas sensibilisée à ce genre de choses-là. Donc finalement, ça allait toujours dans des histoires de palabres entre les personnes qui voulaient garer leur voiture. Mais il y a des gens qui payaient.
Parce que si on ne paye pas, comment est-ce qu'on va développer? Comment est-ce que la mairie va gagner de l'argent? S'il faut attendre le décaissement de l'État, cher ami, tu viens de me dire que c'est trop long. Mais aujourd'hui, il faut créer... Non, je n'ai jamais dit que c'était long. Hein. Non, c'est moi qui avais dit ça parce que quand on connaît déjà la bureaucratie et l'évolution des choses, ça ne peut pas être par un claquement de doigts. Et donc ça peut aussi poser un problème. Et donc, il serait utile que l'État puisse assumer la responsabilité et de dire, je collecte les fonds à travers le trésor. Comment est-ce que la célérité et comment est-ce que les choses se passent pour clarifier cela? Et moi, en partie, je me dis à partir du moment où l'État capitalise ces fonds-là, s'il y a des problèmes de fonctionnement, moi, en tout cas, j'accuse l'État, en toute sincérité. Ça, c'est ma vision personnelle, en tout cas. Donc, pour revenir à Mehdi, cher René, moi, je sais que dans ce pays-là, là où nous sommes en Côte d'Ivoire aujourd'hui, l'équipe municipale, une municipalité est d'abord créatrice de richesse. Qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir participer au bien-être de ma population? Si tu ne payes pas, si moi je ne paye pas, si toi tu ne payes pas, l'autre ne paye pas, est-ce qu'on peut aider notre municipalité à avancer? Regardez déjà les places de parking que Abiraoui a mis en place à Makori. Si toute cette population-là garait de façon anarchique, tout le monde venait ici garer bien sa voiture, la tracée, hein, il y a des places qui bien 300. Tout ça, c'est de rapporter de l'argent à la commune. Et on pouvait faire d'autres investissements. Est-ce qu'aujourd'hui, la commune, je reviens là-dessus, est-ce que Koumassi aujourd'hui ne veut pas se doter de 10 camions de ramassage d'ordures? Est-ce qu'il faut forcément attendre cette société-là qui ne vient pas là, ramasser les ordures? Comment s'il peut se doter aujourd'hui de 10 camions de ramassage d'ordures? Est-ce que la commune de Koumassi ne génère pas de l'argent? Pour ces 10 camions de ramassage d'ordures-là, on prend peut-être 5. 5 là, si on a trop dit, on va dire donner 300 millions. Est-ce que Koumassi, la commune de Koumassi est à 300 millions près? Mais Abdul, tu oublies aussi une question. Une chose est que j'ai le véhicule, je mets les ordures là-dedans, mais je vais aller verser où? Et ça sera traité comment? Est-ce qu'une mairie seule peut traiter tout ça? Non, non, non. Ça va à la décharge même qui est commune à tout le monde. Ok. La mairie n'a pas sa décharge. On sait qu'il y a une décharge qui est là pour tout Abidjan. Ok. Moi, je peux, en tant que maire, je peux avoir mes 5 camions de ramassage d'ordures. Je prends un crédit pour ça. Je rembourse auprès peut-être d'un constructeur automobile que j'ai fait venir de la France. Et moi, ce camion-là, c'est pour ma commune. Je ne pense pas que l'État va pourrir la vie à ce maire-là parce qu'il a fait ça. C'est pas possible. Abdul, je te dis, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça, pour l'instant, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça pourrait évoluer comme ça, mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est ce que je suis en train de dire. Et j'insiste, c'est important. Mais à partir de comment ça fonctionne là, voilà, Clara a dit quelque chose d'important. Hein. L'État est responsable pour le moment du ramassage des ordures dans la ville d'Abidjan, enfin, pour le district. Donc, pour l'instant, ce n'est pas chaque commune qui se débrouille. Pour l'instant. Ça a pu être comme ça peut-être à un moment donné, mais ce dont je me souviens en tout cas, pendant longtemps, ça a été que c'est comme ça, c'est centralisé pour le moment. Peut-être que les gens se disent que c'est la capitale, il faut centraliser pour... Bon, ça a bien fonctionné, jusqu'à présent, ça fonctionne tant bien que mal, mais il y a un petit, disons, la fréquence a un peu diminué, ce qui fait que, quelquefois, les ordures durent avant d'être ramassées. C'est un peu tout. S'ils corrigent la fréquence, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Cher René, donc, si je comprends bien, il y a 2 poids 2 mesures aujourd'hui dans la gestion de la part de l'État en termes de ramassage d'ordures. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Comment? Non, mais attends. Une ville qui est San Pedro, ils ont quand même... À San Pedro, il y a des camions qui viennent pour ramasser les ordures. C'est la même société de l'État là ou bien... Non, je n'ai pas dit ça. Hein. Moi, je parle d'Abidjan. San Pedro, ça peut... Je te parle de la capitale Abidjan. Je n'ai pas dit l'intérieur du pays, c'est l'État qui ramasse. Non, j'ai dit Abidjan. Peut-être à l'intérieur du pays, c'est les mairies, c'est des petites. Les villes sont petites par rapport à Abidjan. Abidjan, c'est une mégalopole, elle est très grande. Il y a près de 6 millions d'habitants à Abidjan. Imagine le nombre de déchets que ces gens-là, que tout le monde, qui sont générés. 4000 tonnes par jour. 4000 tonnes par jour. Voilà. Donc, tu comprends que le problème ne peut pas se régler de la même façon en termes de problématiques de gestion.
Je ne dis pas que ce qui est en train de se faire est tout à fait normal, mais ça a bien fonctionné pendant un certain temps, je pense, et ça ne fonctionne pas aussi mal que ça actuellement. Sauf que je précise encore, ce n'est qu'un problème de fréquence de ramassage. Avant, on ramassait tous les jours, à 23 heures. C'est ce que j'ai constaté, que j'ai dit, hein, dans mon quartier en tout cas. Et il se trouve qu'actuellement, les gens viennent peut-être 2 ou 3 fois par semaine. Je trouve que ce n'est pas suffisant. Ce qui fait que les ordures restent trop longtemps avant d'être ramassées. Donc ça peut entraîner des problèmes de santé. Voilà en fait ce que je dis. Non, cher René, merci. Tu as dit un truc qui va me permettre de conclure. Moi, je suis le maire. Je trouve que la gestion des ordures d'Abidjan, le camion, là, il prend 2-3 semaines avant de venir. Si j'ai la capacité financière... 2 ou 3 jours. Ouais, 2 ou 3 jours, oui. 2 ou 3 jours. Moi, en tant que maire de ma commune, je ne supporte pas ça. Et j'ai la capacité financière de me payer 3 camions pour pouvoir faire ça. Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire peut m'empêcher de faire ça? Oui. Parce que le ramassage centralisé, là, c'est un texte qui a mis en place. Ok. Tant que ça n'a pas changé, je dis, il ne faut pas confondre le ramassage à Abidjan et puis l'intérieur du pays. C'est pas la même chose. Abidjan, Éclaireur vient de nous donner un chiffre important. 4000 tonnes de déchets ménagers par jour. C'est pas rien. Bon, je vais faire mes recherches encore, mais en fait, c'est ma logique que je mets en place, quoi. Ok. C'est ma logique qui est devant quelque chose dans ce moment, donc là, je trouve ça inadmissible. Il n'y a pas de problème. Que des camions qui viennent chaque 2-3 jours pendant que les poubelles sont en train de déborder sur la route, il faut attendre ceux-là. Et puis moi, en tant que maire, financièrement, j'ai ce qu'il faut. Non, mais Abdoul, c'est là que tu comprends que c'est là que tu peux critiquer même le système de l'État, parce que quand tu prends les recettes avec les mairies, tu dois être capable de distribuer, soit à temps, ou bien si c'est toi-même qui vas distribuer, de comprendre les besoins les plus essentiels. Mais si déjà on connaît notre administration qui est très lente, surtout même pour délivrer un papier, et demandez-moi, si c'est pour délivrer l'argent, ça c'est encore une autre question. Et donc, est-ce que ce n'est pas cette lenteur-là aussi qui pose ces problèmes-là aussi? Il y a toutes ces questions-là qu'il faut poser. Et il faut que soit l'État améliore sa procédure, ou bien l'État essaie de redéfinir carrément la situation pour qu'il y ait de la célérité et de l'accélération. Sinon, en tout cas, il y a problème et tout le monde le voit. Et ça se ressent. Éclaireur, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que les sociétés qui ramassent les ordures, là, je pense qu'ils avaient un problème de retard au niveau des redevances qu'ils devaient recevoir. Parce que c'est une concession qu'on leur a faite et eux, ils s'engagent à ramasser, mais je ne sais pas, on n'a pas la fréquence. Parce que, puisqu'ils ont été mes clients, nous, on leur faisait crédit. Pour leur assurance, on leur faisait crédit. Ok. Pourquoi on leur faisait obligé d'accepter? Et ils nous disaient non, on n'a pas encore été payé par l'État, on n'a pas encore été payé par l'État. Donc, effectivement, il y a ce problème de lenteur de décaissement de ce qu'on doit leur faire. Donc, ils fonctionnent un peu avec leurs fonds propres, mais à un moment donné, il y a des tensions de trésorerie. Ok. Et donc, tout ça explique justement cette histoire de fréquence qui a diminué. Ok. Et donc, à vous deux, j'allais poser une question que vous allez retenir. Si vous étiez des maires, Abdoul, si tu étais un maire, qu'est-ce que tu allais faire pour que ta commune soit exceptionnelle? Tu retiens la question. Et M. Koulibaly, vous retenez la même question. Mais on va vous retirer la parole pour la donner à nos maires. Et on va commencer par Mère Aki, si elle a quelque chose à dire. Bon, Éclaireur, je suis obligé de me retirer parce que je vais faire quelque chose. Peut-être je vais me reconnecter après. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non. Vraiment, merci beaucoup. Okay, merci. Ok, merci beaucoup. Et donc, la question reste posée. Vous pouvez continuer avec vos sujets. Mais si, par exemple, Mère Aki était maire, ou bien Mère Sali était maire, qu'est-ce qu'elle allait faire pour pouvoir solutionner à certains problèmes qu'elle trouve vraiment cruciaux ou vraiment vitaux dans le bon fonctionnement de sa commune? Donc, Mère Aki, si vous êtes là, vous pouvez soit approfondir la question, mais si vous avez d'autres choses, vous pouvez continuer. Non, moi, j'allais juste rebondir pour dire l'État lui-même, qu'est-ce qu'il faut retenir de l'État? Qu'il n'est pas intéressé par la salubrité de sa ville, parce que la vitrine, de toute évidence, est insalubre. Et quand on a la vitrine de sa capitale aussi insalubre et qui persiste, franchement, je crois que cet État, il est carrément démissionnaire de son rôle quand j'entends dire que c'est l'État qui gère la salubrité de la ville. Je suis désolé, mais franchement, je crois que c'est un sujet qu'il faille encore, sur lequel il faille revenir.
Néanmoins, je suis d'accord, je soutiens l'hypothèse de Abdoul, comme quoi, quand on est visionnaire, quand on est à la tête d'une commune, d'une municipalité et qu'on a de la vision, normalement, on doit pouvoir prendre, se donner la responsabilité d'assainir sa commune. Et se donner ces moyens-là, je crois qu'avec les recettes et autres, faut être créatif en fait, trouver les moyens qui nous donnent, qui nous génèrent des revenus pour pouvoir régler les problèmes des populations qui nous ont élus. Merci. Ok. Et donc, Mère Sali Kone, si vous êtes là, on va vous laisser la parole. Oui, l'éclaireur. Moi, je trouve que quand on dit élection, là, c'est des gens qui te font. C'est pas, si on t'a élu là, par exemple, si tu as été élu, ça veut dire que ces gens ont eu confiance en toi, ils t'ont élu pour quelque chose, non? Moi, je dis en tant qu'un maire, le rôle d'un maire, c'est quoi? C'est de prendre soin de sa commune. Et pour prendre soin de sa commune, là, nous tous on sait qu'en Afrique, là, le problème que nous avions, là, c'est la sensibilisation. Il faut sensibiliser ta commune. Il faut leur dire ce qu'il y a lieu de faire. Si par exemple les ordures doivent être ramassées chaque 2 jours, leur faire savoir, voilà comment vous devez procéder. Et puis, moi je dis, puis tout doit être accompagné de sanctions. Je me rappelle une fois, Berthe avait dit ici, que le cyclone avait dit ici que on sanctionnait nos parents avant quand ils verses l'eau sale d'eau. Ça c'est vrai, c'est pas faux. Mais où tout ça est parti? Vraiment, je suis d'accord que nous venions de loin parce que la Côte d'Ivoire même a eu des gens qui s'en foutaient de leur population au trône. Mais aujourd'hui, avec la vision de Papa Addo, je crois que tout le monde doit se mettre au travail au fait. C'est-à-dire, une commune qui a un maire déjà là, quand on dit que ta commune est sale déjà là, même c'est de l'injure. Pour moi, c'est ce que je me dis, quoi. Pour ce que tu as été élu là, il faut faire ça. Mais là, il faut sensibiliser la population aussi. Parce que l'être moi-même là, il faut toujours l'accompagner d'une sanction derrière pour que ce que tu as dit en vision puisse marcher. Sinon, si nous les Noirs, les Africains, seulement, on va jeter au Dieu comme on veut, c'est pas notre problème. Mais quand les cannibaux vont boucher là, ils oublient que quand les cannibaux sont bouchés là, c'est leur propre vie aussi qui sont en train de boucher. Donc tout ça, il faut de la sensibilisation en fait, quoi. Pour moi, c'est ça les clés. Il n'y a pas de problème. Et donc, Abdoul, on allait passer à vous. Si vous avez peut-être à répondre à la question, et après cela, donc, on allait faire la conclusion. Ok, bon, d'abord, avant de répondre à la question, je vais dire un truc à la mère Sali. La mère Sali, imagine un instant, mets-toi à la place d'une famille ou bien d'une maison quelque part. Et dans le quartier, il y a une seule grande poubelle. Donc, là, on a fait un calcul. On dit la ville d'Abidjan, c'est 4000 tonnes. Donc, imagine un quartier peut-être de 600 habitants. Et il y a une seule poubelle au milieu du quartier, une grande poubelle. La poubelle, là, ça va se remplir en moins d'une journée. Maintenant, moi qui sors de chez moi avec ma poubelle, là, pour aller verser ma poubelle, j'ai bien trouvé que cette poubelle-là, c'est rempli jusqu'à ça fait 2 jours, c'est là. Je ne vais pas me retourner avec ma poubelle chez moi à la maison. Je vais essayer de pousser une autre poubelle et mettre ma poubelle de côté. C'est comme ça, ça va déborder jusqu'à ça va arriver sur la route. Donc ça veut dire que quelque part, il y a forcément quelqu'un qui ne fait pas son travail. Une poubelle, ça se vide chaque jour, peut-être même 2 fois dans la journée. On doit vider une poubelle. Une grande poubelle d'un quartier. 2 fois dans la journée, on doit venir m'enlever. Mais dans nos différentes villes, les poubelles ne restent plus de 3 jours. Donc c'est forcé que ça va sur la route. Et après, on est étonné de voir que la route est en train de se dégrader. Donc maintenant, pour répondre à ta question, cher René, moi, Abdoul Kader, maire, je vais d'abord sensibiliser ma population sur le bien-être et montrer à ma population combien de fois que c'est ensemble qu'on va réussir à rendre cette ville-là propre, cette ville-là où tout le monde va se sentir à l'aise. Je vais sensibiliser ma population aussi à faire sortir de l'argent de leur poche pour pouvoir aider l'équipe municipale ou bien la municipalité à participer à leur bien-être.
Quand tu as envie d'acheter un portable iPhone now, est-ce que tu ne fais pas des efforts sur le côté financier pour pouvoir quand même cotiser de l'argent? Donc c'est pareil. Moi, en tant que maire, moi, si moi c'est Abdoul, je suis maire, je ne vais pas attendre l'État de Côte d'Ivoire pour pouvoir prendre des initiatives tant que la loi de mon pays me le permettra. Je sais que j'ai de l'argent qui va rentrer. Et cet argent-là, moi, cet argent, je sais qu'aujourd'hui, il y a des institutions bancaires qui existent, comme la BAD, comme des grandes banques en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas hésiter un instant à aller auprès de ces banques-là et mettre en place des projets de développement, d'investissement dans ma ville. Parce que si j'ai investi, j'aurai un retour forcément sur investissement. Je ne vais pas hésiter un instant à le faire. Mais pourquoi ces maires-là aujourd'hui qui sont en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas peut-être cette possibilité-là? Combien de maires même regardent nos textes de loi pour dire non, ah, dans la loi ivoirienne, là, je suis autorisé à faire ça. Rares sont ces maires-là qui regardent nos textes. Comme on peut dire qu'on généralise le ramassage des ordures, que c'est la ville d'Abidjan, que c'est l'État seulement qui s'en occupe. Ça, moi, il faudrait qu'on vérifie. Est-ce que la loi de mon pays m'interdit, moi, en tant que maire, de disposer des équipements pour le bien-être de ma population? Ça, je dirais non. Moi, en tant que maire, est-ce que l'État de mon pays, l'État m'interdit de mettre à la disposition de ma population des jardins, des aires de repos dans les différents quartiers? Je dirais non. Mais si moi je suis Abdoul ici, mais là, je vais fouiller dans les textes de loi et ce qui me permet de faire, là, je vais essayer de le faire. Donc, cher ami, je préfère m'arrêter là. Il n'y a pas de problème. Et donc, nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à toutes ces personnes qui ont apporté leur contribution, qui ont apporté des idées. Et on va directement vers la fin, après plus de 4 heures du temps. On va essayer d'aller à la conclusion et chacun ici pourra donner sa conclusion. Et donc, comme dirait quelqu'un, loin d'être un combat, ça a été une confrontation intellectuelle où chacun est venu présenter des idées, chacun a parlé pour que nous soyons, chaque jour que Dieu fera, un peu plus intelligents dans notre approche face à la vie elle-même. C'est pourquoi nous organisons ces émissions-là. C'est pour que ce que je ne savais pas hier, je puisse l'entendre aujourd'hui et demain l'appliquer pour que ma vie soit meilleure. Ou bien ceux qui sont autour de moi. Et soyons surtout des planteurs de maïs et propageons la bonne graine partout. Parce que ce n'est pas notre bon vouloir qui décide, c'est le vent qui décidera et qui fera la pollinisation. Et c'est comme ça le mythe de Prométhée. Plus tu partages la connaissance, plus tu fais des heureux autour de toi et tu facilites la vie autour de toi. C'est comme ça que nous allons rendre le monde meilleur. Merci à tous ceux qui contribuent à cette agape intellectuelle. Merci à tous ceux qui participent à ce jeu. Parce que quelque part, ça nous permet à nous-mêmes de nous confronter à nos limites, d'apprendre et de nous améliorer. Vraiment, merci à tous ceux qui ont été là pour animer. Merci à tous ceux qui ont été là pour mettre des cœurs. Merci à tous ceux qui sont là, qui ont mis des commentaires. Merci à tous ceux qui ont fait des partages. Merci à tous ceux qui, de quelque manière que ce soit, même à travers les prières, ont participé et ont rendu cette émission possible en ce jour du 15 février 2024. Et donc, chers panélistes, vous avez la conclusion selon que vous le voudriez. Oui, éclaireur. Je vais commencer pour dire, moi, pour finir, pardon, je ne suis pas d'accord qu'on mette des bennes dans les coins de rue qui accueillent les ordures de partout. Parce que déjà même, c'est ça aussi qui fait l'insalubrité. Révolutionnons la chose, faisons la collecte d'ordures de porte à porte avec les véhicules, enfin les sociétés chargées de le faire. Chaque individu pose son ordure, ses déchets devant sa porte et le ramassage se fait. Plutôt qu'aller assembler tout ça dans un coin de la rue et au beau milieu de la rue qui cause pour finir l'insalubrité, je ne suis pas d'accord pour ça. On peut déjà commencer à le révolutionner. Si on veut le faire, on peut le réussir. Et donc, mettons-nous au travail, concrétisons cela pour que le bien-être soit vraiment véritable. Merci beaucoup. Merci pour ce soir. Merci pour cette belle émission. Merci d'être toujours avec nous. Merci beaucoup, cher maire. Et donc, on va continuer avec la prochaine ou le prochain intervenant.
Oui, on va laisser Abdul terminer. Voilà, moi, tout ce que je peux dire, c'est de dire seulement à nos autorités, nos élus, de se mettre au travail comme Papa Ado. Faites le bonheur de la population, parce que c'est cette population-là qui sort, qui risque leur vie pour aller vous voter. Donc, vraiment, faites le bonheur de la population, tel que Papa Ado fait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci, l'éclaireur. Merci à tout le monde et merci à tous ceux qui ont suivi le live. Merci infiniment. Abdul, vous avez le mot de la fin. Non, le mot de la fin, cher René, il est terminé par l'ordre du bout. Cher René, il y a un seul mot qui dit sans se suicider. Donc, il dit qu'il va se suicider. Donc, il m'a demandé, il a dit, mais quel est le poison, quel est l'élément le plus rapide? Il fallait prendre des médicaments de souris. Donc, il s'est rendu à la boutique avec un billet de 10 000. Et il dit, Diallo, donne-moi un médicament de souris pour 200. Il m'a même suicidé. Donc, le boutiquier lui a donné le médicament de souris et le boutiquier, il allait s'asseoir. Après, il demande au boutiquier, il dit, mais ma monnaie. Le boutiquier dit, mais tiens, tu es suicidé, t'as fait quoi, la monnaie? Donc, pour finir, ils sont restés dans cette histoire jusqu'à faire l'arrivée au commissariat. Finalement, le Sunifo s'est plus suicidé. C'est un peu comme l'histoire du monsieur qu'on voit en Mali, qui avait dit que lorsque les éléphants allaient gagner, que lui se suiciderait. Et plus tard, mis en face sur un plateau de télé, et il trouve des subterfuges pour dire que lui, il ne va pas se suicider, mais que ça viendra. J'ai dit, mais il faut avoir le courage d'aller loin. En fait, c'est des choses, bon, c'est la vie, hein, c'est la vie. Donc, du coup, c'était pour une manière de dire, mes frères, à nos esclaves, nous vous aimons beaucoup. Nous vous aimons énormément. Et merci pour tout ce que vous faites pour, comment dire, s'il faut dire, pour le maintien de cette alliance-là qui existe entre vous et nous. Parce que vraiment, c'est pas facile de se faire toujours attacher comme ça. Donc, mon mot de fin rapidement, cher René, moi je dis que quand on veut, on peut. Quand on veut transformer une société là, quand tu en as la volonté là, tu vas forcément arriver. Et c'est ce que le président Alassane Ouattara a su faire. Et je reviens encore sur ces mots forts du président de la République. Le président de la République a dit tout simplement que c'est notre union là, qui nous amène loin. Et il n'a pas hésité un instant à faire lever tout le monde dans la salle. Et il a dit aux gens de répéter « Je suis ivoirien ». Je suis ivoirien, je suis ivoirien. Le président de la République sait pourquoi il a dit ça. Alassane Ouattara, il ne dit pas les choses parce qu'il faut dire comme les bédiers, comme les babos, non. Et il sait pourquoi il a dit ça. Donc, quand il y a un tel chef d'État, cher frère, tu ne peux que dire vraiment que Dieu bénisse ce président de la République-là. Que Dieu donne longue vie à ce président de la République-là. Parce que vraiment, c'est avec ce genre de président de la République-là que la Côte d'Ivoire ouvrira les portes des grandes destinées. Cher aimé, vraiment cette Coupe d'Afrique-là, c'est une leçon pour tout le monde. C'est une leçon pour tout le monde. Chacun d'entre nous a eu un enseignement à travers cette Coupe d'Afrique-là. Même quand tu t'assois dans ton fond intérieur, quand tu vois le président de la République aujourd'hui, si tu le veux, si tu ne le veux pas, tu peux te dire que quand le président de la République est inspiré par Dieu, à travers cette Coupe d'Afrique-là, tu auras forcément ta réponse, tu auras forcément une confirmation. C'est pour cela que nous, on est sur cette plateforme-là. On demande aux gens aujourd'hui qui sont près du président de la République de se bouger un peu les fesses. D'arrêter de se mettre sur le laurier, de toujours dire que c'est le président de la République, lui, qui fait tout. Mais ce président de la République-là, il n'est pas éternel. Pouvoir, là, il va partir pour laisser. Mais quand il ne sera pas là, qui parmi vous, là, pourra aujourd'hui consoler ces Ivoiriens pour dire vraiment il n'est plus là, mais il y a quelqu'un de sûr, il y a un homme de valeur qui est resté dans l'ombre pour apprendre auprès de ce président de la République. Parce que nous aujourd'hui on ne voit personne. Raison pour laquelle nous on veut que le président Alassane Ouattara soit éternel. On a besoin des gens aujourd'hui qui vont quand même, dès qu'on voit ces personnes, on voit quand même des signes. Mais aujourd'hui, quand on regarde aujourd'hui, cher, peut-être c'est moi qui suis africain, mais je ne vois personne. Je ne sais pas si c'est parce que c'est le président qui
illumine la salle ou bien qui illumine toute cette Côte d'Ivoire-là. C'est ce qui m'empêche de voir, mais je vois absolument personne. Donc là, vraiment, que Dieu donne l'ongle au président de la République, afin que cette Côte d'Ivoire-là ne replonge pas dans ce qu'elle a connu il y a cela 30 ans en arrière. Vive la Côte d'Ivoire, vive les EPV, que Dieu continue toujours de nous inspirer, que Dieu continue toujours de nous inspirer pour qu'on puisse avoir ces gens d'émissions-là, que Dieu nous donne la force, l'inspiration, afin de pouvoir sortir nos différents peuples qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui sont peut-être des ignorants, ou bien peut-être des gens qui ont besoin de nous écouter afin de pouvoir changer, pour pouvoir aider notre président de la République, pour pouvoir aider le pays à avancer. Donc, cher ami, si dans mes propos j'ai blessé quelqu'un, je tiens à m'excuser. Bonne émission, bonne fin d'émission à tout le monde. Vraiment, je vous dis merci. Et il y a un Sénoufo qui termine l'émission en disant ceci. Moi, l'enseignement que je retiens de cette coupe de la CAN, c'est que si on met de l'huile dans ton riz, il ne faut pas te plaindre. Toi-même, il faut mettre du beurre de karité dans ta sauce. C'est pas... Un peu de karité. Donc, fasse Dieu que chacun de nous ait assez de beurre de karité dans ta sauce. Abat les jaloux. Abat les jaloux. Beurre de karité toujours. Mais quand on en parle, on n'a pas dit nom de quelqu'un, mais à qui ne s'est pas plaint. Il est dit, tu avais dit c'est nouveau. Donc tu as fait ça. Je soutiens ma sœur. Donc on vous regarde. Donc vraiment, merci à chacun, merci à chacune. Demain, ça sera un autre jour. Que Dieu nous garde dans ses grâces. Merci à chacun et à chacune et excellente soirée.